Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. C'est une drôle de semaine pour annoncer le plus grand projet de train de l'histoire du Canada, mais il faut rester optimiste, Alexandre. Oui, et c'est pourtant ce qui va nous être annoncé aujourd'hui, selon d'ailleurs ce que nous rapporte le Toronto Star ce matin. Un TGV sera confirmé aujourd'hui, un TGV de Toronto à Québec. L'annonce sera faite donc à Montréal aujourd'hui en compagnie du premier ministre Justin Trudeau et de la ministre des Transports Anita Anand. On parle d'un projet de TGV depuis 2016. On avait priorisé dans les dernières années un train à grande fréquence. Or, semble-t-il que là, selon les informations du Toronto Star, on reviendrait à cette possible mouture du TGV. Maintenant, moi, j'avoue que je suis totalement partisan du TGV. Ben en oui, fait, tant qu'à en faire un. C'est ça. Sinon, je suis partisan de faire rien, là. Grande fréquence, je comprends l'objet, là, il en passe souvent, mais si tu vas pas plus vite, les gens vont prendre l'avion. Non, mais les gens vont prendre l'avion entre Montréal et Toronto. Ben oui. Si tu veux, j'ai l'expression, je l'ai en anglais, mais un game changer, là, quelque chose qui change la donne, là, qui change l'ordre des choses. Il faut que tu parles, OK, tu fais Montréal-Toronto en 3 heures. Oh, OK. Là j'écoute. Là, tu viens de changer des comportements, d'offrir une nouvelle option. Mais, tu sais, de dire ça va prendre le même temps qu'en auto ou le même temps que le train actuel, mais il va en passer plus souvent. Si c'était gratuit, je dirais OK, là, mais est-ce que ça vaut la peine d'investir des milliards pour un projet qui change pas grand-chose? Alors, tant qu'à le faire, je dis ça, c'est vraiment dans nos rénovations de maison, le tant qu'à le faire, fait le don. Ben là, tant qu'à faire un gros investissement dans le train, l'investissement d'une génération, fais-le. Fais un TGV. Et tu parlais de Toronto-Montréal en 3 heures et Montréal-Québec en 1h30. Moi, pour avoir fait très souvent le trajet Montréal-Québec en train dans les 11 dernières années. Toi, pour Salut Bonjour, ça pourrait t'intéresser, là. Ah ben oui, en 1h30, ben oui, certainement. Si c'est vraiment 1h30, là. Oui, parce qu'actuellement, tu vas-tu encore faire cet horaire-là dans 15 ans? Parce que le TGV, d'après moi, il sera pas prêt. On n'a pas il sera pas prêt en 2026. Là. Qu'est-ce qui va durer plus longtemps, mon contrat ou l'échéancier? Je sais pas. Mais donc ça fait partie des gros points d'interrogation de la journée. L'échéancier. Le montant total, la presse avance, bon, bien sûr, plus de 100 milliards de dollars. Je vois aussi même 200 milliards de dollars. C'est majeur, mais ce sera donc annoncé, confirmé aujourd'hui. Il faut comprendre actuellement avec un train, par exemple, de Via Rail, là, pour l'avoir pris souvent. On a toutes, je pense, des anecdotes là, de trains. C'est parce que c'est pas les trains qui ont la priorité, ce sont les trains de marchandises qui ont la priorité. Alors, ça peut arriver parfois que ça rallonge considérablement un trajet, je vais te dire comme ça pour être poli, alors que là, on serait pas du tout dans une situation comme celle-ci. Là, en TGV, puis moindrement qu'on voyage un peu, comme en Europe, par exemple, tu y étais il y a quelques jours à peine, j'y étais l'été dernier, moi j'avais fait Paris-Nice en TGV. Ben, ça prend 3 secondes d'écart, ben oui. Ah ouais, puis je pense que si je ne me trompe pas, le Canada est le seul pays du G7 qui n'en a pas. Il n'y en a pas. Qui n'a pas de train à grande vitesse. Ben, à surveiller. Oui, donc. TGV au REM. T'avais mis dans tes nouvelles séries de perturbations pour le REM. Là, ça n'incluait pas initialement celle de ce matin, qui est une petite surprise de dernière minute. Ouais. Mais ouais, hier, en fait, c'est la ministre Guilbeault qui a convoqué les gens du REM. On ne sait pas trop ce qui s'est dit exactement, des gros mots. Il y avait quand même beaucoup de gens à cette rencontre-là, c'est-à-dire l'opérateur du REM, CDPQ Infra, le fabricant du matériel roulant, Alstom, mais aussi l'autorité régionale de transport métropolitain qui est responsable du plan de relève, si vous voulez. Maintenant, la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, a expliqué que le réseau était encore en rodage. Elle a rapporté qu'au terme de sa rencontre, il y a des correctifs qui sont déjà en train d'être mis en place pour régler plusieurs problèmes reliés au déneigement. On a vu ce que ça donne ce matin. Je vous rappelle que le service, en raison d'un problème technique, est au ralenti dans les 2 directions. On attend toujours un échéancier ce matin, que le service aussi a pris fin à 23 heures en raison d'une opération de déneigement, justement pour améliorer les problèmes d'aiguillage. Ce qu'on dit du côté de la ministre des Transports, c'est que les effectifs affectés au déneigement ont été triplés. Mme Guilbeault a dit aussi qu'elle avait profité de sa rencontre avec les gens autour de la table pour leur donner quelques conseils en matière de communication pour éviter de perdre la confiance des usagers. Alors, on voit ce matin, on a quand même fait un message sur les réseaux sociaux. Mais j'entends beaucoup ça, là, Alexandre, ce problème de communication. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes majeurs de communication. Mais excusez-moi, là. Faut que ça marche un train. Là. Au-delà de la communication, il y a un point, là. Même que tu as les meilleurs attachés de presse qui te font le meilleur communiqué de presse sans faute à la seconde près pour te dire que le train marche pas, l'auditeur à l'autre bout, il va conclure, ouais.
Le train marche pas. Je sais pas, là. Oui, des problèmes de communication, il y en a eu parce qu'à un moment donné, on n'avertissait pas les gens. Mais mettons, hier, là, au niveau des communications, ça n'a pas été si pourri que ça. Non, on savait que ça marchait mal, puis avec une belle fréquence. Il nous en informait. Il nous en Ouais. informait dans un délai fort raisonnable, mais le train marche pas, t'sais. Bon, les sondages s'accumulent au gouvernement fédéral et sont de plus en plus inquiétants pour les conservateurs. Ah, vraiment, c'est incroyable. Selon notamment un dernier coup de sonde, c'est un sondage Angus Reid. Donc, on peut vraiment parler d'effet Carney. Alors, prenons le scénario le plus probable, là, que M. Carney soit élu, donc choisi pour succéder à M. Trudeau. Alors, supposons que c'est lui, là, le nouveau chef du Parti libéral. Ben, il y aurait une bataille extrêmement serrée avec Pierre Poilievre. C'est-à-dire que M. Poilievre est toujours en avance, mais avec 40 %. Carney, avec les libéraux, 37 %. Mais ça, c'est un nez à nez dans les faits. Ben oui. Parce ben que oui, les conservateurs ayant un vote très concentré dans l'Ouest canadien doivent, pour être nez à nez, doivent avoir, mettons, 2 % de plus, 2-3 % de plus que les libéraux. Donc, à 37-40, je sais que ça fait bizarre, mais c'est toujours ce qui arrive quand ton vote est concentré. Là, quand en Alberta, t'es à 60 %, ça crée une grosse masse de votes qu'il faut... quand tu fais l'élection, là, c'est dans l'ensemble du Canada qu'il faut répartir. Donc, c'est une remontée, en fait, à peine imaginable, une remontée vraiment, vraiment spectaculaire des libéraux. Je disais inquiétant pour les conservateurs. Oui, parce qu'eux autres, ils étaient comme quasiment sûrs du pouvoir, puis là, tout à coup, c'est moins sûr. Mais si c'est inquiétant pour les conservateurs, c'est paniquant pour le Bloc et le NPD qui, eux, là, ça leur dépend. Oui, eux, ils goûtent, là. Ouais. Dans le cas du NPD, 10 % seulement. Ça, c'est une baisse de 11 points depuis les fêtes. 11 points. Mais Alexandre, t'es conscient que quand il était à 20-21 % Jack Metzing, le Parti libéral était à 21, 22, 23. Donc, Singh était sur le bord d'une percée du NPD de 50, 60, 70 sièges. Pas le pouvoir, là, mais une grosse percée. Peut-être même le NPD redevenant l'opposition officielle. Et là, Jack Metzing, à ce moment-là, il a sauvé Justin Trudeau. Il a prolongé la vie du gouvernement libéral. Probablement que là, il va finir, quand les élections étaient demain matin, il finirait avec une poignée de sièges. Lui, dehors de son parti, à coup de pied à mauvaise place. Lui, à mon avis, présentement, là, c'est le grand perdant de cette histoire-là. Et il doit se mordre les pouces de ne pas avoir renversé Justin Trudeau quand il y en a eu l'occasion. Et pour le Bloc, c'est moins dramatique, mais quand même. Ouais, au Québec, c'est vraiment le Bloc qui écope. Parce que là, le Bloc passe derrière les libéraux. Et conservateur troisième avec 22 % des appuis. Pas compliqué quand on calcule ça. Là, pour le Bloc, c'est moins 14 en 3 semaines au niveau des intentions de vote. Moins 14. Il était loin premier. Un peu comme les conservateurs à l'échelle du Canada. Il était loin premier. Mais là, il passe deuxième derrière les libéraux. C'est aussi la tendance. Maintenant, est-ce que c'est un feu de paille? Il reste que Mark Carney, c'est tout nouveau, tout beau. Il y a une excitation. Il n'y a pas d'expérience politique. Il n'a jamais traversé une campagne, contrairement à Pierre Poilievre et Yves-François Blanchette qui ont de l'expérience politique. Il reste bien du baseball à jouer. Mais quand même, c'est un effet. Peut-être faire le point sur l'état du déneigement à Montréal et autour. On est à 12 % là, de la neige chargée. M. Sabourin, porte-parole administratif de la Ville de Montréal, a été très, très clair dans son point de presse hier. Là, ça va prendre au moins 8 jours au total. Moi, mon feeling, fais une règle de toi, là. Là, on est à 5-6 % par jour. À 5-6 % par jour, t'es plus proche de prendre 15 à 20 jours. Non, mais t'es plus proche de 15 à 20 jours que de 8, là. Ouais, je pense que ça va être beaucoup plus réaliste parce qu'il y a des choses qui retardent le chargement de la neige, le déneigement. On parlait des ordures. Bon. C'est sûr que si les gens laissent, par exemple, leur sac à ordures dans les bancs de neige... Ouais, mais là, hier, il y a des gens qui avaient laissé une base de lit et deux matelas. Ça n'a pas de sens, là, tu sais, c'est ça. Alors, la souffleuse, il ne peut pas ramasser ça. Il faut que quelqu'un débarque ou quelqu'un passe en avant, ramasse ça. Alors, le temps, puis c'est pas juste ça, là. Les véhicules qui sont coincés dans les bancs de neige, là, il y a des gens qui vont les déneiger puis les déplacer jusqu'à la dernière minute. Il y a aussi des gens qui vont se faire remorquer. Ça va coûter 186 $. Généralement, ils n'auront pas mal au dos comme moi matin. C'est ça, Alexandre. Généralement, on parle des gens qui laissent leur véhicule comme étant des gens qui ont oublié, là, qui n'ont pas été avertis ou ils n'ont pas compris que c'était cette nuit, là, le déneigement. Moi, je pense que dans ce cas-ci, il y a tellement de neige, les gens qui ont mal dans le dos, les gens qui ont un petit peu de moyens financiers, qui sont plus âgés. Puis je me dis, moi, si mon auto était ensevelie, là, je me la poserais la question, là, est-ce que je suis un bon citoyen? Ou est-ce que je dis, OK, parce qu'on m'a dit c'est 186 $, la somme du remorquage puis de la fourrière.
est-ce que je paye tout simplement le 186 $ ou un gyro? Puis je retrouve, C'est plus cher le puis je kilo. retrouve mon auto toute bien déneigée dans un stationnement. Je vais la chercher là. Tu peux te faire une balade dans la ville. Moi, personnellement, j'oserais pas laisser mon camion dans un banc de neige. Mais moi, mais ça, c'est moi, là. Mais t'as peur aussi que ça Mais s'infiltre. moi, je serais partagé entre deux. Je serais partagé entre le citoyen responsable qui se dit faut que j'enlève mon véhicule et l'économiste qui se dit OK, 186 piastres pour 4 heures de pelletage, ça vaut ça. Faut pas que tu me fasses rire de même. C'est vrai, il y a mal dans l'eau. Ça vaut ça. À surveiller aujourd'hui, Oui. la mairesse Valérie Plante va faire le point sur les opérations de déneigement. C'est à 11h. Il y en a plusieurs qui la trouvent un peu discrète là, depuis le Absente, début hein, parce que de la M. tempête. Sabourin a pris beaucoup de place. Oui, M. oui. Sabourin a été très disponible Oui. pour tous les médias. Même On en fin de l'appelle, semaine il dit, aussi, je l'ai fait en entrevue. on l'appelle, il dit oui, mais il est quand même... C'est parce que c'est comme le REM. Tu sais, hier, j'ai eu une discussion avec Benoît Dutrisac sur M. Labbé, là, Francis Labbé, que moi je connais depuis longtemps. Puis là, Benoît trouvait que j'étais pas assez sévère avec lui, mais je dis, Benoît, c'est le gars des communications. C'est le porte-parole. C'est le porte-parole. Le Lui, messager. là, il décide de rien. Il n'y a pas de contrôle sur les budgets. Il connaît pas ça, l'aiguillage. Il n'est pas ingénieur. Fait que lui, là, il donne une ligne, il donne une feuille avec, mettons, 6 lignes de communication. Voici la cause, voici ce qu'on fait. Même, j'écris par la tête, là. Il peut rien faire. Fait que c'est pour ça qu'il y a un point où il faut que les vrais décideurs, là, les gens de la CDPQ Infra, les gens qui ont la main sur les budgets, les gens qui peuvent embaucher plus de personnel, viennent en entrevue. C'est correct que le porte-parole, c'est une situation d'urgence pour venir nous expliquer ce qui se passe. Mais il y a un point que les vrais décideurs doivent donner des entrevues. C'est un peu pareil à la Ville de Montréal. M. Sabourin, c'est un porte-parole. C'est un bon porte-parole avec bien de l'enthousiasme et du bagou, mais il n'est pas gestionnaire de budget. Il ne peut pas rien changer. Il peut pas donner des nouveaux ordres au col bleu. C'est pour ça qu'à un moment donné, pourquoi on veut entendre la mairesse? C'est parce qu'elle a les manettes. Elle contrôle les leviers décisionnels. Donc, quand on y pose des questions, si on la brasse un peu en entrevue, elle doit répondre de ses actes et non pas simplement nous réciter des lignes de communication que les décideurs lui ont fournies. Enfin, pour moi, là, c'est une nuance très, très importante. Mais on va écouter la mairesse à 11h. Enquête donc, qui se poursuit sur cet écrasement à Toronto, en même temps qu'on a les témoignages de quelques... Oui. Souvenez, c'est des anglophones, là, et je l'ai entendu sur CNN. Des gens qui l'ont vécu de l'intérieur. Oui, puis on a vu des nouvelles images aussi. Hein. On vous les présentait également, des images tournées vraiment où on voit toute la séquence de cet appareil qui est en approche à Pearson. Contact très, très dur avec le sol. On voit justement des étincelles, des flammes. L'appareil perd une aile et se retourne par la suite là, sur le toit. Maintenant, Hier, un expert disait une chance que les ailes ont arraché. Oui, oui, hein. c'est vrai, j'entendais Oui, ça hier. parce que ça a vidé le kérosène. oui. Le kérosène est dans les ailes. Fait que l'aile, en arrachant, tu libères le kérosène, oui, qui peut s'inflammer, mais tu évites l'explosion. T'sais, le kérosène n'étant pas coincé à l'intérieur d'un réservoir, je comprends. T'évites l'explosion. Donc, il se répand. Les gens le disent à l'intérieur, ça sentait le kérosène, c'était épeurant. Mais c'est moins pire du kérosène qui se répand que du kérosène qui est coincé et qui devient une bombe, là. Il disait aussi que la structure, l'avion a été bien conçu aussi. Pour les protéger. Oui. Parce que dans le contexte actuel, c'est miraculeux qu'il n'y ait pas eu de décès. Je pense qu'au-delà des causes de tout ça, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de décès parmi les 80 personnes qui étaient à bord. Il y en a quand même 21 qui ont été blessées. C'est le dernier bilan. Maintenant, là, c'est l'enquête du BST, le Bureau de la sécurité des transports. On a récupéré les boîtes noires. Donc, les boîtes noires vont nous amener aussi des informations importantes. L'autre point d'interrogation, c'est est-ce que la tempête a joué un rôle dans tout ça? On connaît les conditions qui étaient extrêmement difficiles. Puis c'est possible qu'il y ait eu une rafale de vent. Tu sais, le vent, il souffle pas égal. Il y a eu une rafale au dernier moment. Moi, je pense que c'est une des... Oui, peut-être combiné qu'une erreur de pilotage, mais le pilote déjoué par une rafale, là, juste au moment où il va atterrir. Alors, l'aspect météo, bien sûr que le BST ne l'exclut pas, mais il est encore trop tôt pour en tirer des conclusions, mais on a les boîtes noires maintenant. Ce sera à suivre. Petite remarque quand même, j'ai l'impression, tout ce que je vois de témoignages, d'explications, j'ai l'impression que les agents de bord ont été là, d'un professionnaliste, tu sais, parce que les autres, ils sont dans l'accident. T'as beau dire t'es agent de bord, là, mais c'est pas comme si t'es protégé de la mort ou de l'accident ou de Ça la reste blessure. humain, là. Et ce que les gens décrivent, c'est qu'instantanément, là, quand tout s'est immobilisé, ils se sont mis en opération, ont suivi les protocoles, ont aidé les gens à descendre de l'avion. Et écoute, c'est remarquable le sang-froid, remarquable professionnalisme, mais ça semble avoir été assez exceptionnel, là, le travail des agents de bord. C'est que même si t'es formé pour ça, là, tu sais Quand pas ça comment arrive, tu réagis là, en quand situation ça- de crise. Ben, c'est ça. Donc,
Voilà, ils ont réagi professionnellement selon toutes les informations disponibles. Rendez-vous du cinéma, ça commence aujourd'hui. Oui, c'est 43e rendez-vous Québec Cinéma. C'est Debbie Lynch qui en est la porte-parole cette année. On sait que c'est pas évident là, avec la fermeture des cinémas Gouzeau, entre autres, et tout ce qui se passe dans le domaine de la culture. Donc, ces rendez-vous-là jusqu'au 27 février ont leur importance sur la visibilité des films québécois. Avec les inquiétudes actuelles et la façon dont on semble traiter la culture chez nos chers gouvernements, ça, plus que jamais, faut se célébrer et être là et être vivant. Beaucoup de documentaires qui sont présentés cette année, mais c'est aussi l'occasion de revoir des films dont on a parlé comme Mademoiselle Bottine, Tout stocké, À babouiner, La bataille de Saint-Léonard, entre autres, qui font partie de la programmation. Je lui ai demandé d'ailleurs, ça a été quoi les moments forts? Là? Qu'est-ce qu'on doit regarder là, si on veut faire des choix d'ici le 27 février? Des trucs très ludiques, là, comme un bingo en clin d'œil aux belles-sœurs, justement. Il va y avoir une soirée bingo, mais il y a aussi des leçons de cinéma, comme des rencontres avec Stéphane Lafleur, entre autres, Michel Marc-Bouchard. Moi, je vais animer une carte blanche, une rencontre où j'ai envie de mettre en lumière le métier de directeur de casting. Donc, je vais rencontrer 2 directeurs de casting, parler des enjeux. Ah, oui, des enjeux donc dans les auditions, le processus de sélection, comment ça fonctionne, pourquoi il y a de moins en moins d'auditions, le phénomène des self-tapes. Donc, de plus en plus, depuis la pandémie, les comédiens se filment eux-mêmes et envoient les vidéos. Parfois, c'est juste ça, l'audition. Ce qui t'a amené à parler d'audition avec Debbie Lynch-White. Là, j'ai dit les coulisses, les anecdotes. J'ai dit, toi, t'en as-tu des anecdotes d'audition, mettons? Ah oui, j'ai déjà fait une audition pour un rôle de promeneuse de chiens avec des chiens invisibles. Je devais tenir 5 chiens avec des laisses invisibles. C'était pathétique. J'étais tellement pas bonne dans mon mime de laisse de chien, là. C'était devant Lucie Robitaille, d'ailleurs. Et en sortant de cette audition-là, je l'ai pas eue, ça viendra. Mais en sortant de l'audition, elle m'a dit « Hey, dans 2 semaines, je veux te revoir. J'ai une audition pour toi. La Bolduc dans le film sur sa vie. » Hey, comme quoi, des fois, là, ouais, t'es mieux d'essayer plein d'affaires, tu le sais jamais. Et elle était excellente dans La Bolduc. Visiblement meilleure qu'à mimer des chiens qui tirent sur leur laisse. Mention également au film sur Maurice Richard et l'hommage à Julien Poulin aussi dans la programmation des Rendez-vous Québec Cinéma. Et là, tout le monde se prépare pour cette finale de la confrontation des 4 nations. On a tellement hâte, honnêtement. C'est le scénario rêvé. Canada-États-Unis en finale de cette confrontation des 4 nations. Par contre, du côté américain, Mario, il va manquer un gros morceau. C'est Charlie McAvoy, qui est aux prises avec une mystérieuse blessure au haut du corps. Il a même été admis à l'hôpital en début de semaine. Mais on parle d'une blessure qui aurait conduit à une infection. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est clair que McAvoy ne sera pas dans la formation américaine. Il y a 2 frères qui seront là, par contre. Les frères Tkachuk. Ils étaient blessés, mais des blessures mineures, mais pas assez pour manquer le match. Non, c'est ça. Les 2 seront confirmés. J'ai quand même entendu un commentaire de Renaud Lavoie, une réflexion de Renaud Lavoie sur le fait que c'est la coupe, pour le public, là, tout le monde a aimé ça, la Coupe des 4 nations, mais que les directeurs généraux des équipes ont probablement posé des questions parce qu'il y a quand même eu beaucoup de blessures. Ça a joué avec énormément d'énergie, ça a joué comme du hockey de série. Et c'est certain que, tu sais, une équipe qui est en course pour les séries, en lutte pour une place dans les séries, puis que ton joueur étoile, parce que ce n'est que des joueurs étoiles qui sont là, ton joueur étoile de l'équipe revient de là blessé ou amoché ou à moitié sur une patte. Toi, comme équipe de hockey, là, tes revenus, ils viennent des séries éliminatoires. Tu sais, la Coupe des Nations, ça te rapporte rien, là. Fait que, est-ce que ça va être remis en question, ce genre d'événement-là, dans l'avenir? À cause des blessures. C'est ça, c'est un très bon point. Et savez-vous qui a été invité d'ailleurs à la finale de la confrontation des 4 nations? Le Donald. Invité par l'équipe américaine. Il était au Super Bowl. Est-ce qu'il pourrait être à Boston? Peut-être. On verra bien. Il est moins en terrain ami à Boston, par exemple. C'est une ville plutôt fortement démocrate.